Je suis un des deux co-auteurs de cette présentation, donc Jean-Pierre Cohan d'Arvalis. J'ai préparé cela avec Edith, le cadre, qui se planque tout en haut de l'amphi. Donc c'est un topo tout à fait partagé sur le point. On pourrait exprimer ça comme où en est-on des nouveaux intrants en termes de nutrition des plantes et dans un cadre agroécologique. On a souhaité faire cette présentation parce que on estime que au sein de l'agroécologie, le recours à des intrants innovants de façon générale et en particulier au niveau de la nutrition des plantes est un des piliers à ne pas oublier pour obtenir des systèmes de culture plus efficaces et efficients à tout point de vue. Voilà, ça marche. En premier lieu, on a estimé nécessaire de repartir en fait des cycles biogéochimiques des éléments dans le sol et dans la plante pour positionner les différentes catégories d'innovation en termes d'intrants nutritionnels qui existent actuellement en France et puis faire un petit peu de prospective sur ce qui pourrait arriver un jour. Donc, 3 diapos vont suivre, celle-ci sur l'azote, ensuite sur le phosphore et sur le potassium. Ça va aller de plus en plus vite parce que malheureusement, plus on va vers le potassium, moins d'innovations sont actuellement disponibles. Et puis en plus, il y a un certain nombre d'innovations qui sont communes aux 3 cycles, donc ça va aller assez vite. Donc sur cette jolie diapo, vous avez représenté un cycle extrêmement simplifié de l'azote dans le sol. Pour vous resituer les principaux éléments, vous avez en long comme ça les transformations de l'azote minéral qui aboutit après nitrification au nitrate avec son précurseur l'ion ammonium et le précurseur de l'ion ammonium l'urée. Alors c'est un abus de langage bien entendu, hein. L'urée n'est pas de l'azote minéral, c'est une formule organique, mais son hydrolyse est tellement rapide que dans l'agronomie classique, on l'assimile à une forme d'azote minéral. Donc cet azote minéral est fourni par différentes sources, notamment les intrants, mais aussi par la minéralisation de la matière organique qui produit de l'ammonium. Et ce lien avec la matière organique se fait dans les deux sens, à savoir que la minéralisation produit des éléments minéraux disponibles pour les plantes, mais vous avez aussi le phénomène inverse d'organisation, c'est-à-dire la consommation de l'azote minéral, qu'il soit ammonium ou nitrate d'ailleurs, via l'activité des micro-organismes. Bon, le cycle de l'azote est un cycle à trous, on a l'habitude de l'exprimer comme cela, car il y a un certain nombre de fuites en dehors du système sol-plante, des fuites à la fois dans les aquifères sous forme de nitrate et des fuites sous forme gazeuse, donc sous forme d'ammoniac, qui est la principale forme de perte d'azote gazeux quand on s'intéresse au système agricole, on va dire classique, et aussi des pertes sous forme de N2 et de son précurseur le N2O, qui est un puissant gaz à effet de serre. Le but de tout acte de fertilisation, bien entendu, c'est de se débrouiller pour qu'un maximum d'azote minéral soit disponible au bon moment pour être absorbé par la plante. C'est-à-dire que si vous avez une limitation de cette fourniture-là, vous carencez votre plante. Ou si vous avez un décalage de cycle entre la fourniture d'azote minéral et les besoins de la plante, vous exposez l'azote minéral produit à différents phénomènes de perte qui engendrent des impacts environnementaux et une perte économique pour l'agriculteur. Alors, comment se positionnent actuellement les différentes technologies qui sont à disposition des agriculteurs en France actuellement ? Vous avez une première catégorie qui regroupe tous les engrais ayant développé une technologie de libération contrôlée des éléments minéraux. Donc vous avez les engrais enrobés. L'exemple le plus classique en France actuellement, ce sont les urées enrobées, commercialisées par un certain nombre de firmes depuis quelques années, dans lequel on peut mettre aussi les technologies d'engrais à dissolution contrôlée et les engrais à azote protégé. Donc toutes ces gammes-là sont portées par plusieurs firmes qui existent depuis de nombreuses années. Pour en citer quelques-unes, vous avez le groupe AIFA, le groupe ICL, le groupe Roulier qui proposent ce genre de technologie, et il y en a d'autres bien entendu. Deuxième catégorie d'engrais arrivés un petit peu plus récemment en France, mais qui existent déjà depuis de nombreuses années à l'étranger, ce sont les engrais avec inhibiteurs d'uréase, c'est-à-dire qui vont ralentir l'hydrolyse de l'urée en ammonium, l'uréase étant une enzyme extracellulaire présente dans le sol.
sa cousine qui représente la catégorie des engrais avec inhibiteurs de nitrification, qui, eux, vont inhiber le passage d'ammonium en nitrate, donc inhiber la nitrification. Et puis, vous avez des engrais à base d'additifs microbiens et biostimulants qui, eux, vont agir au niveau de la plante, que ce soit dans au niveau des organes photosynthétiques, mais aussi au niveau du système racinaire. Donc, dans cette catégorie, vous mettez à la fois les bactéries, les champignons, notamment les champignons à base de symbiose mycorhizienne. Et puis pour finir, vous voyez, ça fait un schéma qui commence à être un peu lourd. Vous avez la catégorie des stimulateurs de l'activité microbiologique de sol qui agissent, qui sont censés agir en priorité sur l'activité microbiologique à la base de tout le cycle lié à la matière organique. Donc, quand vous voyez un tel patchwork, vous imaginez bien que le grand défi actuellement de la recherche agronomique autour de ces choses-là, c'est bien entendu agir en amont pour trouver des technologies intéressantes, mais aussi évaluer de façon correcte et rigoureuse toutes ces technologies à disposition des agriculteurs, parce qu'il y en a beaucoup sur le marché actuellement. Si on s'intéresse au phosphore, cycle extrêmement simplifié du phosphore aussi, retenons qu'on est un petit peu sur un schéma différent de l'azote. Le phosphore qui est absorbé par la plante, il est dissous dans la solution du sol, et cette solution du sol représente, autant T, qu'une partie infime du phosphore présent dans le sol. Cette solution du sol est alimentée régulièrement par des éléments phosphores qui sont absorbés sur des éléments minéraux. Et c'est cet équilibre-là entre absorption et libération qui fait que la disponibilité en phosphore peut être plus ou moins forte. Vous avez un petit peu de minéralisation aussi. La perte essentielle de phosphore qu'on constate dans les systèmes de culture se fait par ruissellement. Les technologies se positionnent un peu comme l'azote. Vous avez toute une catégorie d'engrais enrobés à des solutions contrôlées. Vous avez une catégorie un petit peu particulière qui regroupe des engrais avec protection du phosphore, donc qui pourrait s'assimiler à cette catégorie-là et qui agit sur la limitation de l'absorption, c'est-à-dire de la consommation par la phase minérale du phosphore présent dans la solution du sol. Vous avez bien entendu les additifs microbiens biostimulants qui peuvent jouer là-dessus, et vous avez aussi les stimulateurs de l'activité biologique des sols qui se positionnent sur ce cycle. Les technologies actuellement disponibles en France pour cette catégorie sont beaucoup moins nombreuses que pour l'azote, mais on commence à voir émerger un certain nombre de technologies disponibles pour les agriculteurs aussi. Je finis avec le potassium. Potassium, c'est un petit peu le parent pauvre actuellement des technologies des engrais en France. Vous avez assez peu de choses qui sont développées, ce qui n'est pas tout à fait anormal, étant donné que la France est un des pays qui a le moins à souffrir de carences en potassium de par le monde. Donc ce n'est pas la cible première de développement des technologies. Néanmoins, il y a un certain nombre de choses qui émergent. Bien entendu, vous avez des technologies de formulation mixte organo-minérale qui peuvent apporter un certain nombre de choses. Et vous avez aussi un certain nombre de technologies qui peuvent commencer à émerger, jouant sur la dissolution contrôlée, à base soit de minéraux broyés, soit de minéraux enrichis. On n'ira pas plus loin dans les exemples au niveau du potassium, parce que tout est à faire actuellement en termes de disponibilité pour les agriculteurs français. Donc dans la suite de l'exposé, bien entendu, on ne peut pas donner des exemples dans un temps aussi restreint pour toutes les technologies. Donc nous nous sommes concentrés sur deux technologies, une liée fortement à l'azote, une un peu plus large sur l'activité microbiologique des sols, plus une troisième d'ouverture pour vous donner un petit aperçu de ce qui pourrait sortir des laboratoires de recherche dans quelques années en termes de technologies un peu décoiffantes et qu'on n'a pas l'habitude de voir actuellement en agriculture. Voilà. Premier exemple, extrêmement simple d'un point de vue chimique, mais redoutable d'un point de vue efficacité, c'est l'arrivée récente en France des engrais ayant recours à un inhibiteur d'uréase. Donc, l'inhibiteur dont on parle le plus souvent, c'est celui-ci, le NBPT. C'est une molécule qui est déjà assez ancienne, qui existe depuis facilement 15 ans dans les pays anglo-saxons, mais qui n'est arrivée en France que dans l'année 2012, à l'occasion d'une évolution du règlement européen. Et donc actuellement, vous avez
dans cette catégorie-là 4 produits commerciaux qui se partagent le marché en France, marché qui est en croissance constante, hein, et qui sont tous des urées avec du NBPT. Le petit dernier, c'est le produit de BASF qui sortira au printemps 2017, qui ajoute un deuxième inhibiteur d'uréase, le NPPT, qui est censé agir sur un autre type d'enzyme que l'uréase cible du premier. Le principe de cet additif, c'est d'inhiber l'hydrolyse de l'uréase, de l'hydrolyse de l'urée. Et donc, première conséquence, c'est de limiter les pertes par volatilisation ammoniacale. Ce qui est intéressant, c'est que cet effet pur sur la volatilisation ammoniacale, on a pu le mesurer au champ dans un projet qui vient de commencer avec de nombreux partenaires, où on a mis donc dans des essais de plein champ, en comparaison 5 formes d'engrais, ammonitrate, solution azotée, urée, solution azotée plus l'additif et urée plus l'additif. Et la hauteur des barres représente les quantités d'azote ammoniacal perdues après l'apport d'engrais. Donc c'est assez flagrant. Vous avez l'urée au milieu, là, qui a la plus grande barre, dont les pertes d'azote ammoniacal peuvent aller jusqu'à 20 kg sur cet essai-là. On a épandu 100 kg d'azote. Vous avez l'ammonitrate qui est tout en bas, et vous avez la solution azotée qui est entre les deux. Ce qui est intéressant, ce sont les 2 barres de chaque côté, qui représentent soit la solution azotée plus l'additif, soit l'urée plus additif, qui sont de niveaux relativement bas et significativement inférieurs à leur version sans additif. Donc on confirme en France la biblio internationale qui prouve que ces additifs-là jouent vraiment sur la volatilisation ammoniacale. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que la volatilisation ammoniacale est le premier facteur de perte d'efficacité des engrais azotés en France. Du coup, les conséquences sur les performances agronomiques, on a pu les mesurer aussi. Donc le graphique est un petit peu compliqué, je vais vous l'expliquer. On a évalué une urée avec du NBPT, à savoir le Nexen, qui est le premier arrivé sur le marché, mais les conclusions sont quasiment les mêmes pour ses concurrents. On l'a évalué en termes de production du blé, en comparaison avec l'ammonitrate et en comparaison avec l'urée. Donc c'est ce graphique-là qui représente toutes ces comparaisons-là. L'abscisse représente la différence de rendement entre l'urée et l'ammonitrate, et leurs données représentent la différence de rendement entre le produit, le Nexen, et l'ammonitrate. Donc en fonction du cadran où vous vous retrouvez, un point représente un essai, une dose d'azote dans un essai. En fonction du cadran dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez vous situer dans une situation où soit l'urée, par exemple, si on se met dans ce cadran-là, c'est le cadran où dans l'essai, l'urée est moins performante que l'ammonitrate, et en même temps, le Nexen est plus performant que l'ammonitrate. Donc vous pouvez faire toutes les comparaisons que vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que quand on résume ça dans ce petit tableau-là, une urée sans additif est moins efficace que l'ammonitrate, significativement, à la fois sur le rendement et sur la protéine. Je ne vous ai pas mis le graphique sur la protéine, mais c'est les mêmes conclusions. Dès que vous utilisez une urée modifiée avec l'additif, vous vous retrouvez sur des performances équivalentes à l'ammonitrate, voire même meilleures dans un certain nombre de situations. Donc, exemple typique d'engrais modifié qui apporte une solution à la fois technique pour l'agriculteur et environnementale, parce que l'ammoniac a un impact environnemental sur la qualité de l'atmosphère. Deuxième exemple, les produits revendiquant une action de stimulation de l'activité microbiologique des sols. Donc il y a énormément de produits sur ce créneau-là, qui existent depuis de nombreuses années en France, mais qui n'avaient jamais fait l'objet d'une évaluation sur un nombre de sites expérimentaux relativement large, avec un protocole unifié. Donc il y a 5 ans, suite à ce constat, Arvalis et puis un certain nombre de partenaires qui sont cités ici se sont regroupés pour mettre en commun un certain nombre de résultats et démarrer de nouvelles expérimentations pour tester ces produits-là de manière pluriannuelle. Parce que l'intérêt de ce type de produit, bien entendu, c'est d'agir sur le long terme. Donc on ne peut pas se contenter de les comparer suite à un apport une année donnée. Donc premier graphique que vous voyez là, c'est la comparaison des rendements, tout simplement, sans activateur et avec activateur. Les petits pointillés, c'est la ligne, c'est le Y égale X. Bon, tout est résumé dans le petit cartouche jaune. Aucune différence significative, quel que soit le produit, n'a pu être mis en évidence après plusieurs années d'utilisation de ce type de produit. Deuxième étude qui a été faite, toujours sur les mêmes essais. Très souvent, ce type de produit se positionne en complément d'une économie, soit d'azote, soit de fumure PK, apportée par des engrais classiques.
Donc dans ces essais-là, on a testé ça là aussi, à savoir qu'on avait deux conduites, une conduite sans réduction d'intrants NPK et une conduite avec réduction. Et c'est ce qui représente ce petit graphique-là. Vous avez en ordonnée le rendement de la conduite réduite moins le rendement de la conduite optimale sans activateur. Et en abscisse, vous avez le rendement de la conduite réduite avec activateur moins le rendement de la conduite optimale sans activateur. En résumé, d'un point de vue statistique, aucun produit n'a pu compenser la réduction de dose de NPK quand celle-ci avait un effet sur le rendement. Donc un faisceau de résultats expérimentaux qui nous font dire que pour l'instant, ce type de technologie, même si d'un point de vue essai en laboratoire ou en serre, ont montré un certain nombre d'intérêts, a encore des difficultés à passer l'étape du champ en termes de performance mesurable pour l'agriculteur. Troisième évaluation qu'on a pu mener sur ce type de produit, c'est leur effet direct sur l'activité microbiologique des sols, parce que c'est un des gros domaines de revendication de ce type de produit. Donc sur deux essais du réseau que je vous ai évoqué précédemment, après 5 années d'apport systématique de ces produits-là, nous avons mesuré des indicateurs d'activité microbiologique. Nous nous sommes orientés sur deux indicateurs qui sont disponibles dans des laboratoires commerciaux, donc tout agriculteur peut utiliser dans son exploitation, et on a volontairement mis de côté des indicateurs qui étaient encore au stade de la recherche. Donc les indicateurs, c'est la classique biomasse microbienne, et une moins classique, mais qui existe quand même, c'est une mesure de potentiel de minéralisation de l'azote organique par incubation au labo. Bon, dans les deux cas, on n'a pas pu mettre en évidence d'effets significatifs après 5 années d'apport régulier par rapport aux témoins sur ces critères-là. Ce qui nous conforte dans l'idée que, même si sur le principe ces technologies peuvent avoir un intérêt, on a encore besoin d'un certain nombre d'étapes de R&D pour arriver à des produits qui arrivent à faire bouger les lignes quand on arrive dans des expérimentations au champ. Dernier exemple, et c'est là où on va vers, je ne vais pas dire de la science-fiction, parce que ça fait bien longtemps que les nanotechnologies ne sont plus de la science-fiction, mais un petit peu décoiffant pour l'agriculture. Un travail, sur cette diapo, on vous évoque un travail de recherche qui a eu lieu, notamment avec une équipe de recherche dans ces murs, sur l'utilisation de nanotechnologies pour encapsuler un certain nombre de principes actifs dans des fertilisants. Le principe, c'est que est représenté sur ce petit schéma-là. Vous avez les capsules de nano-coating qui enferment, dans le cas présent, là, une enzyme, une phytase, qui contribue à la libération et à la mise à disposition de phosphore à partir de la matière organique. Le problème de ces enzymes-là, c'est qu'elles sont extrêmement fragiles. Dès que vous les mettez dans le sol, elles se dégradent très très vite et donc peuvent difficilement contribuer à une libération significative de phosphore. L'intérêt de ce type de formulation via du nano-coating permet une protection de ces enzymes vis-à-vis de leur dégradation, tout en conservant leur activité chimique et donc leur capacité de mettre à disposition du phosphore organique. Et c'est ce qui a pu être prouvé au laboratoire dans ce travail-là, où vous voyez que suite à l'utilisation de ce type de technologie, la quantité de phosphore absorbée, que ce soit dans les racines ou dans les parties aériennes de la plante, sont significativement supérieures aux quantités absorbées quand on n'utilise pas ce produit-là. Donc on en est quand même au niveau de la recherche, mais sachez qu'autant il y a encore quelques années, c'était quand même assez morne-pleine en termes de nouvelles technologies ou de perspectives d'amélioration de l'efficacité des engrais classiques. Depuis quelques années, ça bouge fortement et ça va aller de plus en plus vite. Et les intrants nouvelle génération au niveau de la nutrition vont sans doute beaucoup bouger les lignes dans les années à venir au niveau des systèmes de culture en France et puis de par le monde, bien entendu. Avant-dernière diapo, je ne pouvais pas parler d'intrants nutritionnels sans parler un petit peu de la mise en marché.
Pourquoi parler de la mise en marché? C'est que par rapport aux produits phytosanitaires, le monde de la nutrition et de la mise à disposition des engrais et des intrants nutritionnels est un peu plus compliqué. Au niveau des phytos, même si avec l'arrivée du biocontrôle, ça c'est un petit peu compliqué, bon, la voie royale, c'est l'homologation. Au niveau des engrais, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En théorie, tout devrait passer par l'homologation. Néanmoins, le système français et le système européen permettent, sous réserve de respecter un certain nombre de normes de teneur et d'innocuité, de passer par des normes rendues obligatoires, donc la NFU pour la France et puis le règlement CE 2003-2003 au niveau européen, et qui permet d'éviter d'avoir un gros dossier d'homologation à faire. Il faut bien rentrer dans la case, bien entendu, hein, mais si la case existe, vous pouvez commercialiser votre produit en revendiquant une norme. Ce qui fait que vous avez les intrants innovants tels qu'on pouvait vous les évoquer, qui se distribuent dans plusieurs catégories réglementaires qui n'ont pas le même niveau d'exigence en termes de remplissage de dossiers. Ce qui engendre même une certaine confusion dans la nature des produits qui sont mis à disposition et sur leurs performances respectives. Si en plus vous rajoutez quelques petites complications comme la norme NFU 44204 qui permet, à partir du moment où un additif est homologué, de l'ajouter à n'importe quel engrais NFU disponible sur le marché, vous comprenez qu'au bout d'un moment, on puisse s'y perdre un petit peu. Néanmoins, ça s'améliore. Vous avez de plus en plus d'intrants innovants qui passent par la voie de l'homologation, donc qui, indépendamment de la procédure, permet une traçabilité de ce qui arrive sur le marché. Vous avez le règlement CE 2003-2003 qui est en cours de révision et qui, quand la révision sera terminée, donnera un statut un peu plus clair qu'actuellement sur la catégorie des biostimulants. Donc on va vers un éclaircissement, bien entendu. Mais ça explique aussi pourquoi ça a été assez confus pendant de nombreuses années. Donc pour finir, et vous envoyer quelques petits messages, nous avons tenu à rappeler 6 points qui nous paraissaient primordiaux dans le cadre de ce colloque. Donc premièrement, rappeler quand même que l'agroécologie était aussi synonyme de technologie innovante. Il est clair que l'agroécologie, en se basant sur l'exploitation de toutes les régulations biologiques et les cycles biogéochimiques, doit aussi s'appuyer sur des technologies innovantes pour avancer. Au niveau de la nutrition, il y a de multiples opportunités d'action. Vous avez vu tous les points des cycles de l'azote, du phosphore et du potassium, et encore je ne vous ai pas parlé des oligo-éléments, où on pouvait imaginer d'agir. Donc il y a clairement un énorme potentiel. Bon, comme toute technologie, bien entendu, c'est employé en lien avec les autres leviers, et pas tout seul. Dans ce qui est actuellement disponible pour les agriculteurs français, il faut reconnaître que depuis quelques années, on a quelques exemples probants de produits efficaces et rentables. Donc ça, il faut le souligner. Il y a plusieurs technologies qui ont un gros potentiel, mais qui doivent encore passer, à nos yeux, l'étape fatidique de l'efficacité au champ. Au niveau du statut réglementaire, j'y reviens pas, mais plus vite on y verra clair, mieux ce sera. Donc on est plusieurs organismes à pousser vers une clarification des procédures d'évaluation, enfin de reconnaissance et d'évaluation. Parce que qui dit procédure d'évaluation officielle dit aussi standardisée. Bon, ce qui nous facilitera la vie. Et enfin, pour finir, un petit peu un message général. Le champ de recherche et de R&D autour de ces intrants nutritionnels innovants est clairement à maintenir et à amplifier, et notamment en passant par une collaboration avec la R&D industrielle qui est, étant donné le niveau technologique auquel on s'adresse et la nécessité dès que la preuve de concept a été faite, de passer à des stades pré-industriels voire industriels. Dans ce cadre-là, la collaboration avec la recherche et développement industriel est à nos yeux primordiale.